Très bien, eh bien, nous attaquons. Merci à l'assistance nombreuse qui est en ligne, même si elle n'est pas dans la salle. Nous avons plusieurs, je ne sais pas, 300 personnes qui sont en principe en ligne. Et donc, ceci les rend clairsemés par une journée fatigante au Palais Brognard ne doit pas nous affaiblir notre morale. Nous avons le monde entier qui nous écoute sur les réseaux. Merci à ceux qui ont pris la peine de venir pour ce dernier événement de la soirée. Je voudrais saluer tout particulièrement le secrétaire général USG Lin Jura, qui est le patron de UNDESA, qui est le grand organisme de réflexion au sein des Nations Unies. J'ai eu l'occasion, le plaisir de travailler avec UNDESA dans le passé, quand j'étais membre du comité de politique de développement des Nations Unies, et ensuite pour la préparation de cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle dont il a été beaucoup question aujourd'hui même au Palais Brognard. Alors merci, thank you for joining us. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Fatoumata Taba, qui est je dirais, une icône de l'entrepreneuriat africain pour avoir réussi merveilleusement dans ce qu'elle a entrepris, non sans difficulté, mais c'est un point important pour, je dirais, les conclusions de notre chère architecture internationale du développement. J'en dirai un mot tout à l'heure. Merci Fatoumata d'être là. Elle est en même temps co-responsable de la chaire confiance numérique de la FERDI. Et puis, nous avons Daouda Sabel, qui est arrivé du Sénégal et qui est maintenant expert consultant avec son entreprise au Sénégal, mais qui a eu dans le passé des fonctions importantes au sein de l'appareil d'État et des institutions internationales, et notamment, il est toujours membre du Center for Global Development, pour lequel nous attendions aujourd'hui même, au soir même, la participation de Massoud Ahmed, qui, d'après des informations, n'est-ce pas Mathieu, a fait savoir, je ne l'ai pas vu encore, qu'il était malade, il ne pourra pas nous rejoindre. Donc c'est très dommage, parce que nous avons des relations très, très étroites avec le CJDEV, et nous étions heureux de discuter avec lui des conclusions de notre chère architecture internationale du développement. Alors sur cette chère architecture internationale du développement, dont nous considérons très rapidement ce soir les principales conclusions, nous avons ici plusieurs membres de cette chaire. Philippe Le Houerou, lui-même malade, ne peut pas nous rejoindre, mais Jean-Michel Severino, Bruno Cabriac, et Olivier Lafourcade et Sylviane Guillaumont sont là, membres de la chaire, pour nous dire un peu quelles sont les principales conclusions auxquelles, pendant ces 6 derniers mois, nous avons présenté. Jean-Michel Severino, tout le monde le connaît, puisqu'on parlait de chaire de la FERDI, et il est dans la chaire architecture internationale du financement du développement, mais aussi il anime la chaire Impact Investment, qui est en train d'évoluer très rapidement au sein de la FERDI. Et Bruno Cabriac, qui nous accueille ce soir, je le remercie, et je remercie à travers lui la Banque de France d'avoir réussi à mobiliser ce bel amphithéâtre où nous avons fait de nombreuses réunions dans le passé. Alors, l'objet de cet événement, qui est très court, c'était de vous présenter quelques-unes des conclusions. Nous avons établi un document qui est consultable sur le site et à travers la note conceptuelle, où sont présentées les 10 principales propositions de la chaire architecture, avec leurs raisons, leur rationale et leur modus operandi, avec les perspectives pour l'avenir. Et dans ces 10 propositions, nous en avons, parce que le temps était limité, nous en avons sélectionné 4 qui vont être plus particulièrement discutées ce soir. L'une qui fait écho à la réunion que nous avons eue ce matin avec l'OIF et le Commonwealth sur
la raison et les modalités de prendre en compte la vulnérabilité multidimensionnelle dans la location des flux concessionnels. C'est un sujet qui est très discuté, très débattu, mais sur lequel nous avons eu un plaidoyer très fort ce matin sur le principe provenant des honorables Louise Mushikawobo et Patricia Scotland, soutenu par le président en exercice de l'Union africaine, président des Comores, ainsi que le président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop, et le ministre des Affaires étrangères de la Barbade. Et donc peut-être nous pourrons aller faire un petit peu plus loin pour dire qu'est-ce que ça implique du point de vue des banques multilatérales de prendre en compte cet indice multidimensionnel dans l'allocation de leurs ressources. Le second point qui va être présenté, c'est le soutien à l'investissement privé, mais je demanderai à Jean-Michel de dire quelle est la teneur de la recommandation en quelques mots pour que ensuite les panélistes puissent réagir. Le troisième, c'est les mesures à prendre en cas de choc naturel, climatique ou économique, notamment en ce qui concerne la gestion contingente du service de la dette. Et là, je laisserai Bruno Cabriac, qui est l'auteur d'un papier sur ce sujet et qui a animé ici même un événement sur ce point, le soin de présenter la conclusion. Et puis, une quatrième conclusion qui avait été mise sur la feuille de présentation, c'est établir une instance de suivi des flux financiers vers le Sud pour évaluer leur conformité aux objectifs, notamment leurs orientations vers les pays pauvres et vulnérables. Cette instance est une proposition qui avait été faite dans plusieurs panels, notamment dans un papier de Jean-Michel Severino et Sylviane, et qui est un sujet important. Ce matin, dans sa présentation initiale, le président Macron a dit qu'il allait demain faire des suggestions sur le suivi du sommet. Je me suis permis de dire, lors d'une réunion sur la place Paris, quel était l'événement on avait tout à l'heure qui était organisé par l'OCDE, Paris, place financière, Paris, centre du sommet et de sa suite, que peut-être cela impliquait une réforme du comité d'aide au développement de l'OCDE. C'était une suggestion. Est-ce qu'il est habilité? Il faudrait qu'il élargisse son mandat, qu'il approfondisse ses partenaires, son partenariat. Et les compétences sont là, mais la légitimité fait un peu défaut. Et donc, faut-il réformer ou bien créer une autre institution? C'est un grand débat que nous avons vu soulever tout à l'heure même dans l'échange entre le président Macron, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire, et enfin le représentant de l'Union africaine. On va réformer, et le représentant africain dire il faut créer autre chose. Et c'est le débat qui est derrière l'ensemble et le détail de cette réforme de l'architecture. Alors, peut-être, Jean-Michel, quelques mots sur cette proposition phare de soutien au secteur privé. Merci Patrick, bonsoir à tous. Je crois que dans ce travail sur le secteur privé, en fait, on s'est intéressé à deux choses qui ne pourraient pas être contradictoires. L'une, pourrait s'appeler From Billions to Trillions, et l'autre qui pourrait s'appeler From Billions to Millions. Alors, From Billions to Trillions, c'est, sachant que nous parlons dans tous les cas de figure, ici, dans les travaux qui ont concerné la FERDI, du financement des pays pauvres et fragiles. Donc, en gros, notre sujet n'était pas le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, mais la Tanzanie, le Burkina Faso ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, de Billion to Trillions, c'est la reconnaissance du fait qu'il y a un agenda infrastructure massif dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles, dont la satisfaction est absolument intrinsèque à la résolution du problème de la fragilité et de la vulnérabilité. Investissement dans l'adaptation, investissement dans les équipements sociaux, etc. Et cet agenda-là, il ne peut être rempli que si on reconnaît que le problème numéro un n'est pas le financement, mais la proposition de projets de qualité.
En gros, l'argent, en tout cas théoriquement, est là, putativement ou effectivement, mais les projets tendent à auront du mal à sortir, et c'est en partie lié aux difficultés de capacité des administrations, des institutions publiques à faire émerger les projets, mais aussi en partie, et ça c'était un point important du papier qui avait été écrit par Philippe Le Gouérou, en partie aussi lié à la façon dont les institutions internationales réfléchissent et structurent leurs préconisations politiques publiques. Dans ce papier également, dans ce travail, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes de politique publique dans les pays bénéficiaires parce que celles-ci gouvernent fondamentalement la capacité de multiplier les opérations de secteur privé. Mais néanmoins, au fond, cet agenda-là est apparu comme, je dirais, apporté. Parce que son sujet, en fait, pour aller des billions aux trillions, le sujet n'est pas tant de faire de grandes réformes de la scène internationale que d'arriver à accroître la qualité intrinsèque de la génération de projets. Le deuxième sujet auquel on s'est intéressé, c'est From Billions to Millions, d'une certaine manière, et ça, c'est le sujet du financement et du soutien au secteur productif africain. Les PME, les entrepreneurs, dont la caractéristique est par rapport à ces grandes masses de financières dont on parle, d'être très petits. Et là, notre sujet est d'une certaine manière exactement opposé à celui qui consiste à aller vers des mobilisations massives d'argent à des échelles très globales. C'est comment arriver à faire que les milliards déjà disponibles arrivent à être débités en tranches de millions, de centaines de milliers d'euros ou de dizaines de milliers d'euros, et parfois même, si nous parlons de la microfinance, de quelques centaines d'euros. Car le secteur productif africain, de par sa taille, de par ses caractéristiques, de par son histoire, est un secteur productif très jeune, très récent. La plupart des grandes entreprises africaines de 2050 ne sont pas encore nées. Et donc, l'enjeu que nous avons en termes de politique publique, c'est comment nous pouvons non pas créer un esprit entrepreneurial qui est déjà très vivace en Afrique, mais comment nous pouvons aider les entrepreneurs à sortir plus rapidement de leur garage, comment nous pouvons aider ces entrepreneurs à mourir moins nombreux pendant la traversée de la vallée de la mort de l'entrepreneuriat, et comment nous pouvons les aider à accélérer leur croissance lorsqu'ils sont devenus plus stables, finançables par des instruments de capitalistique plus traditionnels, dans un contexte où chacun reconnaît que le problème numéro un est l'accès de ces entrepreneurs à des capacités humaines, techniques, etc. Et le problème, l'enjeu est l'accès à la finance dont ils sont largement exclus compte tenu des caractéristiques des marchés financiers africains, mais aussi du fait que ce sont tout simplement des très petites entreprises et dans tous les pays du monde, les secteurs bancaires et les secteurs financiers classiques ne financent pas cette activité. Donc cette deuxième dimension nous a amené à nous intéresser au financement, à proposer de développer une gamme large de soutien qui part depuis la densification des activités d'incubation et d'accélération, en passant par le développement d'instruments financiers nationaux, étant capables d'apporter des capitaux en fonds propres de petits montants à des entreprises très récentes et dans le chemin de la formalisation, jusqu'à le fait de développer des instruments qui, sans aller encore jusqu'aux montants qui sont nécessaires pour les investisseurs commerciaux, pour que les investisseurs commerciaux puissent être rentables, permettent de combler ce qu'on appelle dans le jargon le missing middle, cet espace entre le marché commercial et les instruments, je dirais, en subvention, les instruments purement sociaux. Alors tout ceci est un agenda qui nécessite de l'argent. Il nécessite en partie de l'argent sur subvention, pour tout ce qui a trait au renforcement des capacités, pour tout ce qui a trait à l'accélération et à l'incubation, mais ça demande également de l'argent concessionnel, qui soit d'origine publique ou privée par les fondations, de façon à pouvoir combler la distance qu'il y a entre la rentabilité économique très considérable de cette activité et la rentabilité financière qui, dans la plupart des cas, n'est pas à la hauteur des attentes de marché qu'attendent les investisseurs traditionnels. C'est tout le sujet du blending.
qui est devenue aujourd'hui une catégorie conceptuelle largement reconnue. Et ce que je crois nous avons souligné, c'est que ce blending qui est si nécessaire pour arriver à promouvoir ce secteur productif africain jeune et en fort développement, ce blending commence à être reconnu comme étant conceptuellement légitime, mais a beaucoup de difficultés à se mettre effectivement en place, que ce soit du fait, je dirais tout simplement, des disponibilités budgétaires, mais aussi beaucoup des canaux de distribution de cet argent et de la manière dont il va aller depuis les donateurs jusqu'aux entreprises elles-mêmes. Et ceci nous a amené à mettre en lumière la question des DFIs, les SFI de ce monde, si on veut dire, en reconnaissant que nous avions là un sujet institutionnel très difficile, puisque ces DFIs apparaissent sans doute incontournables comme étant comme distributeurs et intermédiaires dans la distribution de cet argent, mais en fait n'ont pas été créés pour cette mission. Et ces DFIs donc ont des attentes de rendement, des attentes de volumétrie qui ne sont pas cohérentes avec les petits volumes et les faibles rentabilités de cet univers entrepreneurial africain. Donc nous avons aussi plaidé beaucoup pour une réforme des DFIs, qui est un sujet qui méritera encore un approfondissement de la réflexion, mais il est sans doute, et face à cette, et je conclurai là-dessus, face à cet enjeu, nous aurons sans doute à choisir dans la communauté internationale, et c'est là qu'on rejoint les préoccupations d'architecture, soit des réformes importantes du système des DFIs pour leur permettre de financer d'ailleurs non seulement les PME et les startups africains, mais d'une manière générale toutes les causes d'intérêt général que nous avons aujourd'hui sur la table de la discussion internationale, soit il faudra se résoudre à créer de nouveaux instruments. C'est un peu le débat que tu citais, Patrick, par rapport à la réforme du système international. Réforme du système ou création de nouveaux instruments pour permettre de traiter cet enjeu particulier. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel. Pour faire le tour de ces 4 propositions principales, mais non exclusives des 6 autres de notre chère architecture, je vais demander à Bruno Cabriac de dire quelques mots sur la proposition relative aux instruments contingents de traitement des chocs, y compris du service de la dette. C'est une autre proposition de la chaire qui est partagée avec d'autres institutions d'ailleurs. Merci beaucoup Patrick et d'abord bienvenue à la Banque de France. Pour ceux qui sont là physiquement, les portes vont se fermer à 19h, mais on peut terminer un peu après 19h. Mais à ce moment-là, il faut garder vos badges et me suivre. Je vous guiderai parmi les couloirs de la Banque de France jusqu'à la sortie par une autre porte en traversant un certain nombre de couloirs. Donc, sur cette proposition, en tout cas cet agenda d'utiliser plus les instruments contingents, le contexte est assez simple. C'est un contexte de choc passé important. On a subi 3 chocs importants au niveau international, la grande crise financière, le Covid, puis la guerre en Ukraine, et de chocs aussi prévisibles, de plus en plus importants, liés aux catastrophes naturelles en raison du réchauffement climatique. Et donc, dans ce contexte, un certain nombre de progrès ont été faits avec les 3 chocs que j'ai cités, notamment, on peut citer les progrès faits par le FMI qui a mis en place des instruments moins conditionnel ou avec une conditionnalité allégée, la facilité rapide de crédit qui permet effectivement de bénéficier assez rapidement de fonds du FMI, puis a été mis en place la fenêtre alimentaire, le Food Shock Window, qui est temporaire. Et donc, les institutions internationales et plus spécifiquement le FMI ont fait effectivement beaucoup de progrès pour agir rapidement en cas de choc, parce que c'est nécessaire à la fois sur le plan macroéconomique pour soutenir l'État, mais aussi pour soutenir les entreprises et aider les entreprises ou les entrepreneurs à traverser la vallée de la mort, c'est aussi les aider à traverser les chocs internationaux qui les touchent particulièrement dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors, l'idée derrière est simple.
c'est que pour agir rapidement, il faut qu'on agisse avec des instruments qui ont des règles automatiques. Et ça, on l'a vu pendant la crise Covid. On a mis en place une initiative internationale pour la suspension du service de la dette qui a duré 18 mois pendant la crise Covid. Mais il a fallu un certain temps pour que ça se mette en place parce qu'il a fallu trouver un consensus international. Et en effet, si on met en place des outils contingents, il faut qu'il y ait un consensus suffisant parce que le principal problème de l'utilisation d'outils contingents, que ce soit ex ante ou ex post, c'est d'avoir une masse critique. Si vous êtes le seul à suspendre le service de la dette d'un pays touché par un choc particulier, ça ne lui permettra pas de résoudre ses problèmes de financement. Donc l'idée est à nouveau très simple. C'est dans l'agenda d'avoir ex ante des contrats de prêt qui intègrent des clauses contingentes en cas de choc fort. Et là, on est évidemment servi par le défi climatique et la probabilité qu'il y ait des catastrophes naturelles et des catastrophes naturelles qui touchent plus particulièrement d'ailleurs les pays les plus vulnérables qui souvent n'ont pas les moyens, ou en tout cas leurs acteurs privés n'ont pas les moyens de s'assurer, et l'État n'a pas moyen de faire la réassurance de ces pays. Donc il est nécessaire d'alléger au moins le service de la dette dans ces pays, et il faut le faire dans un cadre multilatéral et dans un cadre de politique publique, parce que sinon ça renchérit évidemment trop fortement les prêts qui intègrent ces clauses de suspension, et notamment pour les pays les plus vulnérables. Et là, c'est un agenda qui a beaucoup prospéré. Le sommet, je pense, va l'aider à prospérer. Il y a ce projet porté par les Britanniques et largement soutenu par l'État français d'introduire dans toutes les clauses de prêt pour les pays pauvres et vulnérables des mesures contingentes à des crises naturelles. Les Anglais ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire pour leur garantie, leur prêt du Trésor pour les garanties export. Ce matin, Janet Yellen a appelé la Banque mondiale à mettre systématiquement des clauses climat dans ses prêts. Donc là, l'agenda sur les instruments ex ante progresse. Sur les instruments ex post, je l'ai dit, le FMI a fait beaucoup de progrès. Après, il y a un problème d'échelle. Et là aussi, c'est de passer des billions à des dizaines de billions. Et donc, ce problème d'échelle, il est lié au fait que les prêts du FMI, en cas de catastrophe naturelle, sont limités et en fonction du quota. Et on sait que les catastrophes naturelles peuvent entraîner des pertes de PIB qui dépassent largement les limites des instruments FMI. Donc, il faudrait trouver un instrument multilatéral qui puisse être porté peut-être à la fois par le FMI, la Banque mondiale, les bailleurs de fonds bilatéraux, mais un instrument qui soit un instrument purement contingent, c'est-à-dire qu'on s'entende au niveau international sur une règle de déclenchement. Et c'est évidemment là qu'est le problème le plus difficile, parce que, à nouveau, ces instruments ne sont efficaces que s'ils sont automatiques et s'ils sont à portée large. Sinon, ce n'est qu'une goutte d'eau pour éteindre un incendie. Voilà, mais je crois que ça, c'est un agenda qui est porté un peu par la conjoncture, par l'avenir climatique, malheureusement, est un agenda qui va sans doute prospérer, sur lequel le sommet a, semble-t-il, beaucoup aidé aussi. Merci beaucoup, Bruno. Je voudrais dire un mot pour montrer un peu la cohérence de l'ensemble des propositions de la chaire Architecture internationale du financement de la FERDI, et rapprocher la première proposition que j'évoquais tout à l'heure de celle que vient de présenter Bruno Cabriac. Bruno Cabriac a montré l'importance d'avoir des instruments contingents automatiques en cas de choc, qu'ils soient climatiques ou... Enfin, c'était plutôt les chocs climatiques qu'il avait à l'esprit, mais ça peut s'appliquer à d'autres catégories de chocs exogènes.
Dans la première proposition que je présentais tout à l'heure et celle qui a fait l'objet de notre événement de ce matin, c'était de prendre en compte la vulnérabilité structurelle des pays dans ces trois dimensions, climatique, économique, sécuritaire, dans l'allocation des fonds concessionnels. C'est une démarche qui est tout à fait différente et tout à fait qui n'est pas substituable à celle qui vient d'être évoquée, mais qui est au contraire tout à fait complémentaire. Dans la prise en compte de la vulnérabilité dans les allocations, on cherche à avoir une démarche préventive et de construire, d'aider les pays à construire une résilience par rapport à des chocs qui sont probables, mais qui ne se sont pas encore matérialisés, ou du moins dont on sait par leur récurrence antérieure qu'ils risquent de se matérialiser. Donc, il faut les deux. Il faut des allocations en fonction de la vulnérabilité pour mener une politique de construction de la résilience de façon préventive. C'est tout l'objet des crédits d'atténuation qui doivent être certainement en fonction de la vulnérabilité au changement climatique. Et puis, il y a l'action après coup, selon des règles fixées ex ante, comme l'a rappelé Bruno Cabriac, et qui est tout à fait complémentaire. De même que dans la présentation de soutien au secteur privé, Jean-Michel Severino a montré l'importance des soutiens spécifiques à la petite et moyenne entreprise et à l'entrepreneuriat, qui est complémentaire des mesures que l'on prend pour assurer le financement des investissements de grande échelle. Je crois que par rapport à ces quelques propositions qui ont été faites, et on reviendra peut-être sur celles concernant le suivi des flux financiers tout à l'heure, je pense que Jean-Michel pourra peut-être aussi réintervenir à cet égard. C'est une grande chance pour nous d'avoir la présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies pour UNDSA, car nous avons beaucoup entendu le point de vue des banques de développement, mais nous avons entendu ce matin le point de vue du secrétaire général des Nations Unies qui a appelé une réforme en profondeur du système financier international, et le point de vue du UNDSA qui est au cœur de ce débat à l'intérieur des Nations Unies, mais qui ne peut pas être séparé du débat au sein des institutions de Bretton Woods, et pour nous très important, et nous souhaitions beaucoup avoir cette réaction du NDSA, de l'INJURA pour nos propositions. Alors, si je vais lui donner d'abord la parole, ensuite nous entendrons Fatoumata Ba, plutôt qui réagira peut-être sur le financement de l'investissement privé, ou sur ce qu'elle veut d'ailleurs, et puis Daouda Saben, qui aura le point de vue d'un grand expert africain. Je voudrais rappeler que nous sommes privés de la présence de Massoud Ahmed, qui hier encore comptait bien être présent par vidéo de Washington, mais qui a eu un accès de fièvre qui l'a un peu séparé de nous, et on lui dit tous nos voeux de rétablissement rapide, comme à Philippe Leroux. Et je dois dire que nous avons eu aussi une défection en la présence du ministre des économies et finances de la République des Comores, M. Nzé, qui a été hospitalisé ce matin, je crois, alors que hier encore, je l'avais au téléphone et il se préparait à intervenir, ce dont nous nous réjouissions. Il y avait un autre intervenant. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de M. Ta, qui est le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA? Non, personne. Peut-être nous rejoindra-t-il, peut-être est-il en ligne, on verra. Voilà. Please, you have the floor. Thank you, Mr. Moderator. I'm sorry. Merci, je suis désolé de pouvoir vous parler en français, donc je vous m'y autorisez. Je ferai quelques commentaires en anglais, une langue qui m'est très étrangère autant qu'elle l'est pour vous sans doute, mais je pense qu'on sait en tout cas retrouver ici ce soir ce que nous cherchons à discuter, comment assurer la finance durable au-delà de ce sommet, c'est-à-dire pour les années et décennies qui viendront. Je pense que vous avez tous entendu clairement ce que les dirigeants ont
développé ce matin et cet après-midi. Donc, peut-être puis-je me contenter de évoquer un certain nombre de perspectives et observations des Nations Unies sur un certain nombre de ces questions, en particulier les 4 recommandations que nous évoquons ce soir. Dans cet événement, vous avez tous compris que cette année est le point intermédiaire pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Les dirigeants vont se retrouver, les mondiaux vont se retrouver en septembre à New York donc pour faire le point à mi-parcours. Mais malheureusement, je dois être très honnête avec vous, le monde euh, euh, on vient d'enchaîner un certain nombre de chocs, le Covid-19, la guerre en Ukraine et le changement climatique. Nous avons tous vu l'inflation des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Tous ces éléments ont exacerbé les difficultés pour les pays en voie de développement, en particulier pour ceux qui sont les plus vulnérables au monde. Et au cours des quelques dernières années, la pauvreté et la faim n'ont fait que croître plutôt que de décliner, et la menace euh, pèse sur de nombreux pays. Peut-être il y a plus de 50 pays qui soit sont en détresse de dette ou sur le point de connaître cette détresse de la dette. Donc, euh, et en plus, il y a l'urgence du climat qui pèse sur les pays et les populations les plus fragiles. Ceci dit, nous avons ce panneau rouge de l'alerte, mais qu'est-ce qu'on peut, sur quoi peut-on s'accorder ici? Le développement durable, les objectifs du développement durable reste notre meilleur moyen de mettre terme à cette crise pour évoluer vers un futur, un avenir plus résilient. Autrement dit, quelle autre feuille de route ou plan d'action pourrons-nous travailler? Sur quoi pourrons-nous travailler? C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a mis en avant un certain nombre de propositions pour relancer et massivement le financement pour l'investissement dans les objectifs du développement durable. Je suppose que vous avez déjà entendu dire, vous avez entendu parler de certaines de ces propositions qui ont été mises en avant par le secrétaire général des Nations Unies. C'est d'abord le plan de simulation des ODD qui appelle la communauté internationale à lever au moins 500 milliards de dollars par an pour répondre aux besoins des pays en besoin. Et dans ce plan de stimulation, on a déterminé 3 zones de priorité. La première, de traiter le coût élevé de la dette. Deuxièmement, de faire monter en puissance les financements pour les pays en besoin, et ceci à long terme, en particulier à travers le renforcement des banques de développement multilatéral. On veut faire un effort particulier sur les BMD et en particulier aussi le financement de contingents. Par ailleurs, le secrétaire général a aussi mis en avant dans son brief de politique la nécessité de réformer l'architecture de financement international ou celle qui existe aujourd'hui, car nous pensons clairement que l'architecture actuelle, le système de financement international actuel ne répond pas à son mandat, ne répond pas aux attentes des États membres, en particulier du côté des pays dans le monde en développement. Et dans notre brief de politique, nous avons souligné un certain nombre de recommandations clés, dont de nombreuses étaient alignées avec les 4 thèmes qui sont évoqués ce soir, en particulier aussi alignées avec les travaux des Nations Unies en cours. Tout d'abord, les Nations Unies ont fait évoluer le travail sur la vulnérabilité
dimensionnel, en particulier avec cet index de vulnérabilité multinationale qui a été établi avec un groupe de travail sur ce thème qu'on appelle le MVI, et dont nous espérons que d'ici le mois de septembre ou le mois d'octobre, que l'Assemblée générale des Nations unies pourra adopter cette nouvelle plateforme qui pourrait servir aux BMD lorsqu'elles examinent, réévaluent les demandes des États membres des pays en voie de développement pour pouvoir utiliser cet instrument comme une plateforme supplémentaire par-dessus du GNI ou du GNP. Et on pourrait s'appuyer là-dessus pour être en cohérence avec les travaux des Nations Unies sur des mesures liées à la vulnérabilité pour réduire les redondances, car nous constatons que les BMD, nous voulons que ce soit plus cohérent, une collaboration plus cohérente entre ces différentes entités et BMD. Donc, en deuxième lieu, il s'agit d'encourager l'investissement privé. Les Nations Unies va publier un rapport qu'on appelle le financement pour le financement durable, donc ce qui souligne l'importance de soutenir des pays pour les aider à construire des secteurs privés solides au niveau national. C'est ce qui va être la locomotive pour ces pays membres concernés pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et aussi de réaliser une reprise après la pandémie. Mais il faut s'appuyer sur le financement privé international qui peut aussi présenter le potentiel d'accélérer la croissance domestique nationale et la finance mixte jusqu'à présent a été vraiment minime, je veux dire public-privé. Les pays les moins développés, les LDC, n'ont reçu qu'environ 15% du montant global de la finance dite mixte. L'impact de ce mode de financement reste encore à venir. C'est parce qu'on manque de données, on manque de reporting, de remontée d'informations. Dans ce contexte, un nouveau cadre pour la finance mixte est nécessaire et il est important que les indicateurs et les encouragements soient présents pour que l'on puisse et qu'ils ressortent de ce sommet de Paris et qu'ils se focalisent sur l'impact du développement durable ainsi au niveau quantitatif. On veut voir le financement privé, non seulement qu'il soit mesuré en quantité, mais aussi en termes d'impact sur les économies. En troisième lieu, nous sommes heureux des progrès réalisés sur l'aspect de résilience. Je ne vais pas en parler trop. Et enfin, le suivi des flux financiers aux pays vulnérables, les États-Unis ont adopté de nouveaux indicateurs pour les ODD l'année dernière, et cet indicateur ont pour but de mobiliser de nouvelles ressources financières pour les pays en voie de développement de différentes sources. En parallèle, la Commission statistique des Nations Unies a souligné l'importance de distinguer les flux qui ont différents impacts sur le développement de ces pays, car il faut pouvoir avoir des données distinctes et non pas de la même manière ou de manière agrégée. Donc, pour récapituler, tout ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des thèmes qui ont été mis en avant par les Nations Unies, et le secrétaire général a fait des propositions de lever les ressources, de réformer l'architecture financière internationale, et nous attendons beaucoup de poursuivre ces discussions après le
sommet dans le cadre des Nations Unies en septembre prochain. Je vous remercie de votre attention. Merci. Very important for us to have such a strong. It's very important for us to have such a strong support from you and you. Il est très important pour nous d'obtenir du soutien pour la recommandation faite par notre groupe au moment de la préparation du sommet. Et donc, on attend tous beaucoup de tout ce processus. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en œuvre comme ça du jour au lendemain, mais j'espère que vous allez prendre tout cela en considération dans les semaines qui viennent. Merci d'avance. Quelques mots sur, je vois que malheureusement le temps passe. Ça va, on reste un peu dans les. Merci Patrick. Vous restez avec moi, vous ne risquez pas de rester ici. Voilà. Monsieur Tan n'est toujours pas avec nous. Non. Voilà, écoute, comme on est court de temps, Fatoumata. Merci Patrick, bonsoir à tous. Je pense que cela a été suffisamment dit ces derniers jours. L'Afrique est un concentré des défis de l'humanité avec à la fois une triple urgence de développement économique, d'urgence sociale en matière de création d'emplois, mais aussi d'urgence climatique. Mais c'est aussi et surtout un laboratoire de solutions pour le reste du monde. Et ces 10 dernières années passées à entreprendre et à investir en Afrique me permettent d'en apporter un témoignage. Et je voulais vous donner des exemples concrets de comment les entrepreneurs africains utilisent la technologie pour répondre en particulier à 4 défis et réagir sur les propositions qui ont été faites pour pouvoir accélérer leur impact. Alors d'abord, les entrepreneurs en Afrique ont un rôle essentiel parce qu'ils utilisent la technologie pour renforcer, pour accélérer et massifier l'accès à des produits et des services qui sont essentiels pour le plus grand nombre. Ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être les services financiers. Je pense que le meilleur exemple est qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, par exemple le Sénégal dont je suis originaire, on a 20% à peine de la population qui a accès à un compte bancaire traditionnel avec une agence bancaire. Et pour autant, dans le même temps, vous avez par exemple au Kenya, 93% des Kenyans qui ont un abonnement à un service financier mobile qui leur permet de faire transiter plus de 50% du PIB, donc c'est M-Pesa, via la technologie. Et donc ça, c'est un véritable exemple d'inclusion financière et qui est devenu un exemple d'ailleurs de réussite mondiale. La technologie et l'entrepreneuriat permettent aussi d'aider les PME. On en a beaucoup parlé, c'est le poumon de l'économie réelle pour plusieurs raisons. Et je voudrais donner un exemple concret aujourd'hui d'ailleurs qui a été soutenu par investisseurs et partenaires dans la salle, mais aussi par Django, d'une entrepreneure nigériane qui, il y a 2 ans, a lancé une plateforme qui permet à des petits épiciers, des boutiquiers, ce qu'on appelle des mom-and-pop stores, donc des tout petits retailers, d'accéder à des produits de marque de qualité au meilleur prix. En 2 ans, c'est une plateforme qui a un volume de transactions annuel d'un peu plus d'1 milliard de dollars parce qu'il y a 250 000 épiciers qui l'utilisent. Et au-delà de leur permettre d'avoir accès à un marché en ligne, ils arrivent aussi à orchestrer et à faire baisser leurs coûts logistiques qui sont prohibitifs en termes de compétitivité et aussi et surtout de se faire financer. Parce que tout à coup, ils ont un historique de performance économique sur ces plateformes qui leur permet d'avoir une forme de credit scoring et qui les rend finançables à la fois par la start-up ou par des tiers de confiance bancaires dont c'est le métier. Les entrepreneurs en Afrique utilisent aussi la technologie pour répondre aux défis de l'emploi. Investisseurs et partenaires ou Django, nous mesurons par exemple à chaque fois pour nos investissements les emplois créés directement de manière indirecte et aussi les emplois induits. Et ils se chiffrent déjà à plusieurs dizaines de milliers. Et par exemple, chez Django, nous mesurons, en plus du TRI, donc le taux de retour sur investissement qui mesure un retour économique, on mesure aussi l'IMM, ça s'appelle l'Impact Multiple of Money, et ça traduit le retour social créé pour chaque dollar investi. Et donc, il est aussi important, voire plus important pour nous, et on aspire, entre la période de notre investissement et la période de notre sortie, à avoir un Impact Multiple of Money de 5 fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est une preuve aussi très concrète et tangible. Il y a un autre exemple que je voulais vous donner, c'est comment les entrepreneurs en Afrique utilisent la technologie pour même répondre aux défis du climat.
Donc, il y a aussi un peu moins de 3 ans, on a investi dans une start-up démarrée au Sénégal qui s'appelle Flity. Et au départ, l'idée est assez simple. Elle aide des gestionnaires de flotte à digitaliser complètement la gestion de leur équipement automobile, de leur parc automobile, alors que ce soit des tout petits commerçants ou des grands industriels. Et ce faisant, elle arrive à non seulement faire baisser leurs coûts, donc augmenter leur compétitivité, mais à faire baisser en moyenne de 30% leurs émissions carbone. Donc, ce qu'on appelle vraiment un investissement triple bottom line. Et on a été très fiers de les accompagner dès le début. Aujourd'hui, par exemple, cette start-up a franchi les frontières du Sénégal, opère dans 8 autres pays, en Afrique francophone, comme en Afrique anglophone, parce qu'ils vont ouvrir la Tanzanie. Et très récemment, ils ont acquis leur premier client français. Donc ça, c'est aussi un exemple très intéressant d'innovation inversée. On a souvent l'impression que l'Afrique doit répliquer des modèles du reste du monde, alors que moi, je vois au quotidien qu'on a des entrepreneurs formidables qui répondent à des défis africains, qui sont des fois des défis régionaux ou panafricains, ou même des défis mondiaux. Et pour autant, il y a un contraste saisissant entre ce foisonnement et l'utilité de ces startups et leur financement. Donc l'Afrique aujourd'hui, si je prends le capital risque dans le domaine de l'innovation, qui est vraiment mon cœur de métier, représente moins de 1% du financement mondial. Donc on a 17% de la population, on a les défis les plus importants et on n'attire que 1% de ces financements. Et ça, c'est quelque chose qui est un problème majeur qu'il faut qu'on adresse. Et c'est pour ça que je souscris absolument à la proposition d'accélérer l'investissement dans l'entrepreneuriat via le secteur privé sous plusieurs formes. Alors, bien entendu, en couvrant toute la chaîne de valeur, parce que ces 1% sont répartis de manière très inéquitable. Par exemple, si on regarde leur répartition géographique, vous avez historiquement 4 pays qui, jusqu'à 2 ans, concentraient plus de 90% de la valeur des investissements, qui sont Nigeria, Égypte, Kenya et Afrique du Sud. Et pour autant, si l'entrepreneuriat est un accélérateur de développement, c'est encore plus nécessaire dans les pays fragiles, plus petits. Il y a une deuxième disparité qui est importante, c'est une disparité en termes de secteur. C'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui évolue dans le secteur des services financiers et de l'agriculture de lever de l'argent, quand on sait que les défis sont encore plus importants dans l'éducation, la santé ou l'agriculture. Donc ça, c'est une attention importante également à y porter. Le troisième défi, Jean-Michel en a parlé, la chaîne de valeur du capital investissement dans son ensemble est un petit peu plus mûre en aval qu'en amont. Donc, on a des fonds de private equity et des fonds, on appelle ça de late stage VC, c'est-à-dire des acteurs qui vont accompagner des champions qui sont déjà nés et qui ont besoin d'accélérer, peut-être d'être cotés en bourse. En revanche, il y a vraiment un manque très important dans les champions qui démarrent, donc en amorçage, ou pour passer du stade de l'amorçage ou même du stade de l'idée au stade de l'hypercroissance, de l'expansion, et pour avoir des chances de devenir un champion. Et pourtant, c'est là que se trouve la fameuse vallée de la mort, parce qu'en fait, vous avez 70% des startups dans le monde qui meurent entre l'année 2 et 3. Et donc ça fonctionne peut-être dans des contextes comme la Silicon Valley, où le retour financier leur suffit, même avec 2 tiers d'attrition pour remplir leurs objectifs commerciaux. Mais pour des investisseurs à impact comme nous, on ne peut pas se satisfaire d'avoir 2 tiers d'impact en termes d'attrition. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, de se mobiliser sur le financement en tout début de la chaîne de valeur, ce qu'on fait courageusement avec IEP, Django et d'autres, mais on n'est certainement pas assez. Et il y a une quatrième disparité que je voudrais souligner, qui est très chère à mon cœur, parce qu'elle est tout aussi essentielle, c'est que l'Afrique, c'est le continent où vous avez le plus de femmes entrepreneurs. Vous avez un taux d'activité entrepreneuriale de 27%. Le pays dans le monde où vous avez le plus d'activité entrepreneuriale, c'est le Ghana à 44%. C'est une étude de Roland Berger qui sort chaque année. Pour autant, vous avez un déficit de financement de 42 milliards de dollars, d'après la Banque africaine de développement. Et au-delà du sujet d'égalité, qui est un sujet moral, il y a un sujet économique. Si on regarde par exemple les dernières études de McKinsey, elles nous disent très clairement, si on arrive à atteindre la parité en Afrique dans le domaine de l'activité économique, c'est 300 milliards de dollars de PIB supplémentaires. Donc c'est assez massif. Et donc moi je souscris absolument à l'idée d'avoir des mécanismes innovants. Par exemple, on a parlé avec Jean-Michel d'un fonds de fonds, qui était une des propositions phares de la chaire, qui pourrait permettre de catalyser ces investissements-là. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et jouer sur plusieurs sujets. Donc, le premier sujet, c'est vraiment les investisseurs internationaux en Afrique. Au-delà des financiers du développement qui sont très bien couverts par les propositions actuelles, il faut aussi qu'on attire plus d'investisseurs purement commerciaux.
Et pour ce faire, je pense qu'à la fois, il faut jouer sur la perception du risque, qui est toujours plus élevée de manière injuste en Afrique qu'ailleurs. Et ensuite, il faut jouer sur le risque réel avec des mécanismes innovants. Le blending en fait partie, les initiatives de first loss, donc de programmes de première perte, peuvent en faire partie pour pouvoir financer plus massivement les startups et PME africaines. Et enfin, je voudrais terminer sur l'enjeu de stimuler aussi le financement local, qui est très, très important, et en donnant peut-être une lueur d'espoir. En Égypte, on a la Banque centrale égyptienne qui a incentivé les banques locales à investir dans des fonds de capital risque. Et grâce à ça, par exemple, le dernier fonds de Sawari, qui est un père égyptien, a réussi à lever 50% de la taille du fonds avec 4 banques locales, en monnaie locale, qui permet aussi d'avoir une gestion du risque de change. Donc voilà, ce sont des éléments de réflexion que je voulais rajouter à notre séance du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chacun aura vu combien les 2 dernières interventions étaient complémentaires. Nous avions le point de vue des Nations Unies avec les grands problèmes à l'échelle planétaire et dans leur concrétisation pour les pays pauvres et vulnérables. Et puis le point de vue du terrain par une entrepreneuse particulièrement innovante et qui nous ramène aux problèmes généraux qui doivent être traités par le sommet. Merci Fatoumata d'avoir si bien fait ce lien, et nous allons maintenant entendre Daouda Samed, qui est aussi une autre voix du terrain de l'Afrique, mais d'un familier des institutions internationales. Merci beaucoup Patrick, et bonsoir tout le monde. Ce qui est bien en fait lorsqu'on est dans un panel et qu'on parle en dernier, c'est qu'il n'y a rien à dire en fait. Tout a été déjà dit, donc il faut juste s'associer et vraiment dire que voilà, je redonne la parole. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'en fait, on nous avait demandé de réagir en fait aux 4 propositions que la chaire a faites. Avant de le faire, peut-être je vais vraiment d'abord féliciter la FERDI pour ce programme de recherche extrêmement enrichissant. Nous lisons beaucoup en fait les travaux de la FERDI et nous en tirons toujours beaucoup de profit. Je pense que je peux aller très vite, en commençant par la première proposition qui est liée à l'investissement privé dont a parlé Fatoumata, mais aussi Jean-Michel. Je pense qu'il c'est facile vraiment de souscrire à cette proposition parce que simplement, c'est vraiment important pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité de faire en sorte que l'investissement privé soit développé dans les pays en développement. Et je pense que la question du blending dont a parlé Jean-Michel et Fatoumata est fondamentale, mais il faut vraiment toujours garder à l'esprit ce qu'a dit en fait monsieur Lee Jounois, que lorsqu'on regarde en fait les flux de financement mixtes vers les pays moins développés, nous parlons de 15% du total en fait des financements mixtes. Donc vraiment il y a un effort à faire là-bas pour qu'en moins qu'on puisse vraiment stimuler ce genre de flux de financement vers les pays en fait en développement, particulièrement en Afrique, parce que c'est extrêmement important. Une autre question importante, c'est aussi vraiment réformer les banques multilatérales de développement pour que leur contribution en termes de développement du secteur privé, en tout cas en termes de financement mixte, mais aussi en termes de garantie et autres instruments de mitigation du risque, en fait, puisse être améliorée. Et je pense que c'est tout le sens de ce sommet de Paris, en fait, qui parle de la réforme des MTB, mais aussi des DFI dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment donc pour la première proposition. La deuxième proposition, en fait, c'est, j'imagine, agir rapidement lorsque des chocs importants se produisent. Et ça aussi, vraiment, je pense que tout le monde voit la pertinence de cette proposition. Ce que je pourrais ajouter dans ça, c'est qu'en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est que les pays qui sont vulnérables au changement climatique ou bien au choc naturel en général. Souvent, le problème, c'est pas forcément des problèmes d'endettement, c'est souvent des problèmes de liquidité. C'est-à-dire lorsqu'ils sont frappés par un choc et qu'ils ont accès et qu'ils ont du mal à avoir accès en fait à des liquidités à temps opportun, ben souvent ces crises de liquidité rapidement peuvent se traduire en des crises de solvabilité qui en fait in fine peuvent se traduire en des crises de la dette. Donc vraiment c'est important d'avoir des mécanismes qui leur permettent lorsqu'il y a un problème de choc qu'ils puissent vraiment allouer les ressources, les faibles ressources dont ils disposent à des actions pour faire face en fait à ces chocs plutôt que à
au service de la dette. Donc, vraiment avoir ces clauses contingentes, ces clauses d'endettement contingent au choc, c'est vraiment important. Et il n'y a qu'à se féliciter vraiment du momentum qu'on a constaté ces derniers temps parmi beaucoup de pays, vraiment pour que de telles clauses soient incluses dans les contrats de dette et de financement. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que, comme l'a dit un des panélistes, il faut que ce genre d'appui soit automatique et il faut y travailler. Peut-être moi, ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut aussi que ce genre d'appui soit aussi en fait adéquat. Je peux donner l'exemple de la facilité de crédit rapide dont a parlé tout à l'heure Bruno au niveau du FMI. En fait, c'est vraiment important. C'est une facilité que les pays fragiles ou bien les pays qui sont en tout cas à faible revenu peuvent accéder sans conditionnalité. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est une facilité à l'origine lorsqu'elle a été mise sur pied. En fait, l'accès au financement dans le cadre de cette facilité était capé à 25%. Et en fait, 25% de quoi? 25% de la quote-part des pays. Et ces pays, en fait, ont en général des quote-part extrêmement faibles. Et donc, vous parlez de 25% en fait de financement, c'est bien beau, bien sûr, c'est mieux que rien, mais en fait, c'est souvent pas suffisant pour pouvoir vraiment faire un impact important. Si je me réfère à ce que la première ministre de la Barbade a dit concernant les pays en fait des Caraïbes, les îles des Caraïbes, elle a estimé que l'impact des chocs, en tout cas des dépenses qui sont faites pour répondre aux chocs, l'impact de ces dépenses-là sur la dette était estimé à plus de 50%, et donc de l'augmentation totale de la dette de ces pays-là. Donc, on parle vraiment de volume extrêmement important. Donc, avoir vraiment des sommes peut-être relativement modiques n'est pas forcément peut-être quelque chose auquel on dirait non, mais quand même, je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur ce que ces pays-là puissent vraiment obtenir des sources de revenus assez importantes lorsqu'ils font face à des chocs. Troisième proposition, je pense que c'est la proposition de la chaire qui est de mettre en place une instance de suivi des flux financiers vers le sud. Je pense que peut-être ça appelle à plus de questions. On n'a pas eu le temps d'écouter en fait un peu des membres de la chaire, qu'est-ce qui sous-tendait cette proposition. A priori, vraiment, bien sûr, ça peut être intéressant. Mais moi, la question que je me poserais, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque cette instance de suivi fait une évaluation et se rend compte qu'en fait, les flux de financiers ne sont pas conformes aux objectifs, que ce soit à ceux fixés en termes de vulnérabilité ou de pauvreté? Qu'est-ce que cette instance peut faire? C'est important de savoir, parce que même si, en fait, si le travail ou le mandat de l'instance est juste de dire que oui, c'est conforme ou c'est pas conforme, et après qu'il n'y a pas de suivi, qu'elle n'a aucune autorité pour vraiment faire en sorte qu'en cas d'inconformité, qu'on puisse prendre des décisions, des mesures compensatrices, je pense que son intérêt serait relativement limité. Donc vraiment, je pense que c'est une proposition qui, dans le principe, est quand même très intéressante, mais peut-être qu'ils peuvent faire appel à plus de clarification, et puis peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aurait bien, en tout cas, qu'on aurait bien aimé écouter et entendre. Je donne l'exemple, par exemple, je pense qu'il y a eu récemment dans la presse, en fait, des indications comme quelle la Banque mondiale avait tendance à labelliser comme projet climat beaucoup de projets qui n'étaient pas forcément des projets de climat. Bien sûr, une telle instance de suivi pourrait être utile pour vraiment faire ce genre de travail et s'assurer, mais encore faut-il qu'elle soit équipée pour vraiment avoir en tout cas, pouvoir classer vraiment bien et labelliser qu'est-ce qui est un projet climat, qu'est-ce qui est un projet développement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, toutes ces questions-là, en fait, nécessitent une expertise, un travail préalable, et je pense que ce serait important si une telle instance devait être mise sur pied, que ce travail soit fait. Finalement, le dernier point, et en fait la dernière proposition, et qui me tient particulièrement à cœur, en fait, c'est la proposition de savoir est-ce qu'il faut prendre en compte à côté du revenu la vulnérabilité multidimensionnelle pour l'allocation des fonds concessionnels. Mais je pense que ça, c'est effectivement une proposition vraiment qui est en ligne avec la requête qui a été faite aux banques multilatérales de développement, de se focaliser davantage sur les biens publics mondiaux. Ça, je pense que c'est tout à fait naturel lorsque on passe d'une approche purement à pauvreté, comme par exemple la Banque mondiale, à une approche où on regarde la vulnérabilité au changement climatique, ou bien peut-être d'autres défis mondiaux tels que la fragilité ou autres.
il est vraiment tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'on puisse allouer des fonds concessionnels au pays, pas en fonction de leurs revenus, mais en fonction du degré auquel ils sont vulnérables. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faudrait qu'on regarde la vulnérabilité multidimensionnelle et pas forcément en fait unidimensionnelle. La question qui se pose, c'est que, et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de pays en développement ont mis sur la table, c'est que tout à fait, ils sont d'accord et tout à fait, je pense que c'est une excellente idée, mais il faut vraiment faire en sorte que cela ne conduisent pas à des effets d'infection, par exemple. Quand on parle d'effets d'infection, dans ce cas-là, c'est le fait que les banques multilatérales de développement telles que la Banque mondiale ou d'autres institutions soient sous vraiment le prétexte de devoir s'adresser aux questions de climat, en fait, dévient toutes leurs ressources, en fait, vers les actions qui sont destinées à lutter contre le changement climatique plutôt qu'à la pauvreté. Je ne dis pas que c'est des actions, en tout cas pauvreté et climat, ne se recoupent pas. Au contraire, dans beaucoup d'actions, dans beaucoup de secteurs, on voit que ces deux concepts se recoupent. Mais quand même, il faut dire qu'il y a des moments où, en fait, il y a quand même un fossé qui les sépare. Et la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour que la vulnérabilité puisse être mise, en tout cas prise en charge sans pour autant quand même que ça vienne aux dépens d'autres défis mondiaux, que ce soit la pauvreté, que ce soit la fragilité ou d'autres. En fait, ça, c'est extrêmement important. Une autre chose qui est vraiment importante aussi, c'est de savoir que si on veut aller dans ce sens, il est important qu'on le fasse en augmentant les ressources, la capacité de financement des banques multilatérales de développement et des institutions qui sont chargées de travailler ça. Et ça, il faut que ce soit additif. L'exemple du FMI est là et je pense que c'est un exemple très bon. Le FMI a mis sur pied sa RST, c'est la facilité de résilience et de durabilité, mais en fait, il l'a mis sur pied en fait avec des ressources additionnelles. C'est parce que c'est des ressources qui viennent en fait des DTS qui ont été réallouées au FMI. Ils ne sont pas allés prendre les ressources du guichet concessionnel de la FRPC ou le PRTT, comme on le dit en anglais, pour en fait faire cette RST. Donc c'est ça peut-être le principe qu'il faudrait vraiment pousser, c'est que effectivement, il faut vraiment que les institutions multilatérales, et je vais terminer avec ça, il faut que les institutions multilatérales en fait puissent être invitées à jouer ce rôle parce que les pays ont besoin de faire à la fois avancer leur agenda de lutte contre la pauvreté, mais aussi leur agenda de lutte contre le changement climatique, que ce soit en matière d'adaptation ou d'atténuation. Mais en fait, pour ce faire, pour que les banques multilatérales de développement et les institutions multilatérales puissent vraiment les appuyer comme il se faut, il faut qu'elles disposent vraiment d'une capacité de financement accrue et que donc, en fait, l'un ou l'autre agenda ne soit pas, en fait, n'avance pas aux dépens de l'autre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un mot avant que M. Lin Nurjoa nous quitte. Il est attendu par le secrétaire général des Nations Unies. M. Saben, dans sa présentation, a donné une sorte d'approbation à toute série de conclusions de la chaire de la FERDI. Et en même temps, il a regretté qu'on n'ait pas eu le temps d'évoquer la quatrième proposition plus avant, de savoir quel est le suivi. Et il a donné l'exemple en raison de ce risque de qui va donner des instructions aux banques multilatérales sur leurs activités. Et si au moins on a une instance de suivi qui peut être nous en avons trois plutôt. We have the Development Cooperation Forum, Forum for Finance Investment. Nous avons différents partenariats, la CAD, et qui sera compétent et légitime pour évaluer les travaux ou l'orientation appropriée des flux financiers par rapport aux ODD. Peut-être ce sera l'OCDE et elle est réformée, élargie, avec un plus gros soutien, avec une plus forte implication des pays du Sud, ou a-t-on besoin d'une instance spéciale pour ça? Il s'agit d'y réfléchir dans le cadre de la chaire, mais nous n'avons pas encore de conclusion sur ce thème. Mais c'est une question qui nous habite. Et le président Macron, ce matin, a dit que nous devrions, demain,
avoir un suivi des conclusions du sommet. Qui va effectuer ce suivi? C'est ma question. Si vous avez une réaction. Oui, c'est une bonne question qu'il faut se poser, mais une question compliquée maintenant. Personnellement, moi, je crois que cette tâche ne peut pas être effectuée par une structure, une organisation, même si c'est l'OCDE ou la Banque mondiale ou les Nations unies. Mais personnellement, je suggérerais qu'il faut mettre en place une task force en la matière parce que la Banque mondiale, l'OCDE, la FMI ont leurs propres compétences, expertise et données. Les Nations unies aussi. Nous avons nos propres bases de données qui nous donnent les données officielles récoltées auprès des États membres. Et donc, moi, je crois fermement, personnellement, qu'il va falloir mettre en place une task force parmi ces différentes agences que je viens de nommer. Plus, en plus, il faut intégrer d'autres BMD, nouvelles, par exemple, des banques de développement au niveau régional, par exemple, le BMD. Donc, c'est un effort commun, conjoint, un partenariat, comme vous avez dit. Donc, c'est la coordination, la collaboration ensemble. Moi, je suis optimiste. Je serais optimiste de voir qu'il y avait un suivi, un reporting et des examens qui seraient effectués par une task force plutôt que par une entité particulière. Merci. Merci, vous avez soulevé des points très importants. Ça nous donne matière à réflexion pour nos recherches futures. Merci beaucoup, monsieur. Désolé, je suis obligée de vous quitter, dit monsieur Joannois. Tu voulais dire peut-être quelques mots sur peut-être sur et puis nous aurons à conclure assez rapidement s'il y a des questions dans la salle ou en ligne. Voilà. Okay, merci. Donc, très, très rapidement, d'abord, félicitations aux membres du panel. Vous avez évoqué, je pense, un spectre tout à fait important des problèmes qui se posent. Je reste toujours, objectivement, un petit peu sur ma faim avec la dichotomie qui peut exister sur une rationalisation, en particulier à des niveaux macroéconomiques, macro-institutionnels, et puis les réalités du terrain. Alors, beaucoup savent que, évidemment, j'ai tendance à prendre le point de vue du gars du terrain, parce que c'est là où j'ai passé une bonne partie de ma vie, et que je trouve que la réalité qu'on a, il y a un certain décalage avec ce qu'on voit dans la grande orientation conceptuelle, stratégique, la formulation des politiques, comment ça se traduit concrètement. Alors bon, on a contribué, je crois, avec la chaire à évoquer certains de ces sujets, et la réalité d'aujourd'hui, malheureusement, c'est quand on entend autour de nous, c'est montrez-moi les résultats. Et que dans beaucoup de domaines, soit il y a de la confusion, soit il y a de l'ambiguïté, soit il y a des décalages. Alors, il suffit de prendre les exemples. On dit on a beaucoup d'argent disponible. Quand on regarde les différences entre les engagements et les décaissements, mais comment est-il possible aujourd'hui qu'on ait de tels décalages quand on regarde les mécanismes d'allocation? Alors, tous les critères que vous avez mentionnés sont toujours aussi valides, sinon plus. Et je suis ravi de voir que le critère de vulnérabilité commence à rentrer alors qu'il aurait dû exister depuis très, très longtemps. Malgré tout, dans les mécanismes d'allocation, on voit des pratiques de la part des institutions, que ce soit privées, publiques, commerciaux, type commercial ou non, qui sont tout à fait contradictoires. Prenez le domaine de la santé. La dizaine et dizaines d'institutions qui se préoccupent de santé, qui financent des trucs de santé de manière totalement désorganisée au niveau du terrain. Donc là, j'ai un léger décalage à voir. Alors ensuite, les propositions qui me paraissent extrêmement intéressantes sur tous les sujets qu'on a évoqués, c'est précisément la question de savoir sur la base de quel entendement commun peut-il y avoir entre les différents partenaires. Alors, on a des exemples, j'ai cité, je le redis parce qu'il m'avait beaucoup frappé,
un exemple au Burkina qui date des années 90, où avec une représentation globale de la société civile dans un pays et tous les partenaires, on arrive à mettre en place une véritable stratégie. C'est le gouvernement, c'est le pays qui met sa stratégie. Ce n'est pas l'imposition de qui que ce soit d'autre. Et aujourd'hui, je me pose la question, j'avais cité comme cas concret ces deux instruments qui me paraissent absolument indispensables. C'est d'un côté les revues des dépenses publiques et de l'autre côté la cartographie de la pauvreté dans le pays. Quand on met les deux ensemble avec les contributions qui viennent de l'extérieur, on voit qu'il y a un décalage formidable. Pourquoi ne pas utiliser ces instruments comme base commune, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public, que pour le secteur des fondations et le secteur de la société civile? Donc il y a des exemples, on parle des exemples très intéressants sur les financements de contingents. Mais ça me rappelle le Mexique en fin des années 90, où ils ont créé avec l'appui de la banque, et je me suis fait retoquer au niveau de la banque, sur la création d'un fonds pour le désastre naturel, qui existe toujours, qui s'appelle le FONDEN. Le principe, c'était exactement ça, c'est de mettre des financements contingents. Et là, à l'époque, la banque m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Les Mexicains l'ont fait, ils l'ont fait tout seuls. Depuis, est-ce que ça a été repris et répété? À ma connaissance, non. De manière globale, systématique, non. Or, les nouvelles propositions, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, on s'interroge toujours un petit peu sur la réalisation et peut-être en revenant un peu en arrière, de tas de problèmes qu'on a déjà identifiés il y a très longtemps. Il y a eu des solutions. Ce que Fatoumata mentionne, les cas concrets, comment peut-on capitaliser l'expérience de IEP? C'est how do you go to scale? Comment passe-t-on à l'échelle? Parce que ça ne manque pas. Et là, ça devient beaucoup plus, de mon point de vue, une question d'institution, de mécanismes, de comportements, de procédures qui sont totalement contradictoires d'une manière ou d'une autre. Je termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez tous compris que le propos d'Olivier Lafourcade esquisse certaines des conclusions d'un autre événement qu'on a eu, le dernier, sur les problèmes de conditionnalité, d'appropriation et de démarche locale. Je vous renvoie au document qu'il a publié lui-même sur le site et que nous n'avons pas pu traiter plus avant, mais j'étais content qu'il puisse prendre la parole pour évoquer ce point de nos travaux. Est-ce que nous avons le droit de demander s'il y a une question dans la salle? S'il n'y en a pas, je crois que chacun est… Une question, pas dans la salle, mais sur l'estrade. Ah, Jean-Michel. Oui, comme il est tard et qu'il ne va pas y avoir la possibilité de commenter et de discuter ce que je vais dire, je m'empresse de proférer une énormité. Nous sommes tous d'accord. Alors, entre 1960 et 1980, nous avons connu une période d'expansion économique importante avec des flux de transferts importants vers l'Afrique. Puis, nous sommes arrivés dans une crise de la dette. C'est de l'ajustement structurel que nous avons mis 20 ans pour traiter. Nous sommes repartis ensuite pendant 20 années d'un cycle de 2000 à 2020 qui a ressemblé de très près à celui des années 1960 et 1980. Et nous revenons à une crise de surendettement du continent africain. Ce que j'entends maintenant aujourd'hui comme discours, c'est exactement ce que j'entendais en 1980. Annulons la dette et recommençons à financer. Donc je propose de s'interroger sur la répétition de ce cycle et se demander si le discours que nous tenons actuellement ne va pas, alors j'espère d'abord nous amener à traiter plus rapidement la crise de surendettement que nous connaissons que dans les années 80, c'est-à-dire qu'on va mettre 10 ans au lieu de 20 ans. Et c'est ce pas de temps que nous avons devant nous. Et si une fois cette crise à nouveau résolue, nous n'allons pas refaire exactement la même chose. Et donc, nous sommes en train de nous préparer à traiter la crise de la dette de 2040. C'est pathétique. Qu'est-ce qu'il y a, et je vais conclure, derrière ce sujet? Le premier sujet, c'est que nous finançons mal le continent africain. Nous pouvons nous accorder sur le fait que le continent africain a besoin
de taux d'épargne et de taux d'investissement plus élevés pour avoir une croissance plus rapide. Mais nous appelons pour ce faire les banques multilatérales de développement ou les banques de développement qui vont prêter de l'argent à l'Afrique. Mais la plupart des pays africains pauvres ont besoin de dons. Et l'essentiel de l'effort en matière d'aide publique, globalement en financement public, je ne parle pas du financement d'investissement privé, il doit se faire sous forme de subventions, sous forme de dons. Sujet que la plupart des gouvernements sont en train d'esquisser, puisque nous avons connu une baisse de l'aide publique au développement dans les 2 dernières années, oui, et sujet que les pays africains tendent à esquisser aussi, puisqu'ils prêtent leur concours, à ma stupéfaction, à ce grand discours sur le renforcement des crédits de des banques multilatérales de développement qui vont exactement à l'encontre de leur intérêt. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'une extraordinaire discipline financière. Et donc, il n'y a aucune chance que nous puissions échapper au cycle du surendettement si la Chine ne rejoint pas l'ensemble des créditeurs privés et publics dans les cadres de discipline commun et de lutte contre le surendettement. Si nous étions dans le secteur de la microfinance, nous nous indignerions de ce qu'il y a un grand acteur pourvoyeur de microfinance qui s'adresse aux clients et aux petits épargnants, aux petits emprunteurs et qui détruisent complètement l'effort de lutte contre le surendettement du client qui est géré par les autres. Nous avons besoin donc de discipline collective et de la Chine qui rentre, et de la Chine et des grands émergents qui rentrent dans le cadre de discipline collective, et nous avons besoin de subventions. Et enfin, nous avons besoin d'un accord commun sur la qualité de l'investissement, puisque au fond, quel est le problème finalement? C'est que la qualité de l'investissement qui est financée par tous ces concours est très faible, trop faible. Elle ne génère pas des taux de croissance qui sont suffisants pour permettre l'absorption de l'endettement. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons besoin à la fois en tant qu'emprunteurs et créanciers, en tant que bénéficiaires et donateurs, de nous entendre sur ce qu'est la qualité de l'investissement. Est-ce que c'est un investissement qui est capable de générer des taux de croissance de 8, 9, 10% par an, dont le continent africain a besoin pour absorber une croissance démographique à 2,5%. Donc, je voudrais simplement conclure, parce que je sais que ça peut souligner beaucoup d'indignation, sur le fait que nous avons besoin de traiter de sujets durs, et parce que l'essentiel des propositions que nous avons sur la table aujourd'hui de discussion vont tout simplement nous amener à préparer la nouvelle faillite du continent africain en 2040. Merci de cette alerte puissante et qui doit nous faire réfléchir. Je crois que vous l'avez senti dans le propos de Jean-Michel Severino, qui a été un acteur très, très important dans cette chère architecture du financement international du développement, dans cette réflexion que nous avons voulu conduire. Nous ne cherchons pas à esquiver les problèmes, mais au contraire à les anticiper. Et il est vrai que, je dirais, la focalisation, peut-être pas du sommet, mais du débat international aujourd'hui sur la dette, ne laisse pas d'inquiéter un peu sur l'avenir. Mais le problème est là, et évidemment, il doit être traité, mais en ayant à l'esprit les leçons de l'histoire et en s'interrogeant sur pourquoi les mêmes causes ont-elles produit les mêmes effets. Il n'y a pas de régularité historique, mais c'est un problème évidemment très important. Bruno Cabrilla va dire quelques mots et peut-être je laisserai le micro en fin de course à Jean-Sébastien Conti, qui est sous-directeur des affaires multilatérales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là. Et ça sera pour moi l'occasion de remercier son ministère et le ministère de l'Économie et des Finances du soutien qu'il nous a apporté pour conduire cet ensemble d'exercices. Je voulais juste dire quelques mots parce que, comme tu as dit quelques énormités, et tu pensais être le dernier à parler, mais non, je voulais appuyer exactement ce que tu as dit parce que à la fin de cette journée, et comme beaucoup souvent dans ces débats sur le financement du développement, moi je suis frappé par de nombreuses contradictions. Moi, je voulais en citer 3. D'abord, une contradiction de chiffres. On a des besoins qui s'expriment en trillions, on a des ambitions qui s'expriment en centaines de milliards,
et on a des réalités sur la table qui s'expriment en dizaines de milliards. Donc je vois par exemple que M. Lin Zhua, il a cité le chiffre de 500 milliards de crédits supplémentaires des banques de développement, et ce que va produire sur 10 ans la réforme actuelle, en l'état actuel des banques de développement, c'est 50 milliards. Donc on a une énorme contradiction dans les chiffres qui pose problème quand même et qui risque effectivement de mener à des crises de surendettement ou à des déceptions très fortes. La deuxième contradiction, c'est la contradiction qui me frappe toujours entre le narratif macroéconomique, qui est un narratif quand même un peu anxiogène, avec des crises, des besoins insatisfaits, des objectifs de développement durable qui ne seront jamais atteints, et des décennies perdues, etc. Et un narratif microéconomique qui est souvent un narratif microéconomique avec de belles histoires, comme vous nous en avez raconté, où on voit les solutions, où on voit que les solutions sont atteignables, qu'elles sont pas si coûteuses que ça. Et donc ça amène à se dire, est-ce qu'on va renouveler les erreurs du passé ou est-ce qu'on va effectivement peut-être passer par d'autres moyens et par du financement du secteur privé? Et peut-être que le secteur privé, il peut aussi continuer à se développer dans des univers macroéconomiques qui sont particulièrement adverses. Et on peut peut-être faire confiance aux entrepreneurs africains. Et une troisième contradiction qui est la contradiction entre les biens publics mondiaux et le développement, et particulièrement entre le climat et le développement. Et Daouda l'a dit, il ne faut pas se cacher qu'il y a parfois des arbitrages. Or, il y a tout un discours qui refuse de voir ces arbitrages, qui refuse de voir ce que ça signifie, et ce que ça signifie aussi en termes de focalisation sur les pays les plus vulnérables. Parce qu'il est clair que si on arbitre pour une transition rapide, s'appuyant sur la réduction des émissions dans les pays émergents, c'est là qu'il faut concentrer les efforts de financement. Et ça se fera, qu'on le veuille ou non, au détriment, parce qu'il n'y a quand même pas tant de fonds publics que ça, au détriment des pays les plus vulnérables. Donc, il y a quand même énormément de contradictions dans tous ces débats. Et je pense que ce qu'il faut aussi, au-delà de discours volontaristes, c'est de faire face à la réalité, comme tu le disais tout à l'heure, et de pas ramener tout le temps les discours sur ces contradictions qui sont fondamentalement assez anxiogènes. Merci beaucoup Bruno. Je crois que c'est un point très important. Deux remarques. L'une, c'est que il ne suffit pas de dire oui, c'est le même combat, le climat et la réduction de la pauvreté. Oui, il y a des points de convergence, mais il y a aussi des arbitrages. Et donc, je vous renvoie au document qui a été écrit par Sylviane avec Jean-Michel, et puis un autre sur les arbitrages fondamentaux du système. Il faut les regarder de face pour pouvoir agir le plus efficacement possible. Et puis, pour juger de ces arbitrages, comment ils sont faits, s'il y a des effets d'éviction ou pas, il faut regarder comment les flux évoluent, comment les choses se passent. Et d'où l'importance d'une instance d'évaluation. Alors, je reviens à ce problème j'étais frappé tout à l'heure, il y avait une réunion avec l'OCDE, Paris, place de lieu de réflexion sur les flux financiers, le sommet, le suivi, l'OCDE, qui annonce nous avons augmenté l'aide au développement. Oui, enfin, nous avons diminué l'aide au développement aux pays pauvres et africains. Tout ça parce qu'il y a eu l'aide à l'Ukraine. C'est très bien d'avoir aidé l'Ukraine. Mais je veux dire, qui est-ce qui a le courage de dire voilà, nous avons baissé les flux, même si nous avons été obligés d'en augmenter ailleurs. Et donc, il y a besoin d'une instance un peu pluraliste et
Voilà. Et donc, ce problème reste soulevé. Merci de votre assistance. Peut-être Jean-Sébastien, un petit mot de conclusion. Sinon. Je n'ai aucune prétention à conclure, mais la journée a été particulièrement riche et merci beaucoup pour ces éléments. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans son introduction, a adressé les 4 principes du sommet de ces 2 journées, vu de son côté. Pas d'opposition entre la lutte contre la pauvreté et le climat, ce qui n'empêche pas les arbitrages. Et en interne, nous avons des arbitrages, je le confirme. Le fait que chaque pays doit choisir sa voie, le fait qu'il convient pour la communauté internationale de répondre aux besoins d'un choc de financement public, privé aussi, et qu'il y a besoin de plus mobiliser précisément le secteur privé. Donc demain, dans la phase de conclusion du sommet, le président pourra préciser les conclusions et peut-être les annonces. Je lui laisse cela. Je voulais simplement remercier très sincèrement la Ferdi pour le travail exceptionnel qui a été mené ces derniers mois, puisque vous contribuez, je crois qu'on l'a vu ce matin pour ceux qui étaient à Brognard, et on le voit encore ce soir, aux réflexions et aux travaux du sommet, et vous contribuez aussi à nos réflexions en interne dans le cadre de la préparation du prochain CICID, le Comité international de la coopération internationale du développement. C'est particulièrement utile et particulièrement précieux. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Pardon? Oui, monsieur. Oui, merci. Vous avez un micro, sinon on ne peut pas vous voir. Donc, merci beaucoup de me donner la parole. Je vais être très court. C'est d'une part pour remercier la Ferdi par rapport à tout le travail qui est établi. Ça fait un certain nombre d'années que je suis invité à suivre les travaux que vous faites. Et je profite justement pour appuyer 2 points qui ont été soulevés, à savoir que toutes les démarches qui sont faites au niveau d'analyse stratégique sont en complet décalage avec le terrain. Et ce que Madame Ba a dit est très juste et très pertinent. Il est important que les instances dirigeantes, celles qui prennent les décisions, écoutent un peu plus ce qui se fait sur le terrain. Aujourd'hui, tout ce qui est investissement, on parle du financement de l'Afrique, c'est très bien. Les financements publics, c'est très bien. Mais on passe à côté, je pense, de points qui peuvent aujourd'hui être un véritable levier. Je pense que dans la salle ici, tout le monde s'accorde à dire que les flux financiers envoyés par l'immigration est supérieur à l'aide publique qui est attribuée en fait aux États. Mais toute personne ici qui va voir son banquier et qui dit « j'ai besoin de l'argent pour investir », la première des questions, qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous partez de ce que vous avez pour que l'on vous donne pour faire plus. Et ceux qui envoient l'argent en Afrique et qui sont ici, ils ont du patrimoine, mais ils ne peuvent pas l'utiliser pour investir. Donc, je profite du fait d'avoir une personne qui représente le ministère de l'économie, déjà pour vous remercier d'avoir pris la dimension de dire quand vous envoyez de l'argent et que c'est tracé, vous pouvez le déduire de vos impôts. Félicitations, c'est une très bonne chose. Mais je pense que vous pouvez aller encore un peu plus loin pour permettre justement à la diaspora, qui est un énorme avantage que l'Europe a et que la Chine n'a pas, on a beau les critiquer, etc., etc., c'est un énorme avantage que l'Europe a. Appuyons-nous là-dessus pour faire en sorte d'asseoir un véritable développement, parce que ceux-là de la diaspora qui font les investissements en Afrique, très souvent, ils savent exactement la réalité du terrain. Je vous remercie et croyez en ma parole, je suis un paysan, j'ai grandi dans le milieu au Burkina Faso, je connais très bien le terrain et je suis passionné d'informatique, donc les chiffres également, j'ai tendance à savoir les interpréter. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. C'est un point qui manquait à notre débat et je vous remercie de l'avoir mis sur la table. Merci, mais je crois que si nous ne voulons pas coucher à la Banque de France, bien que ce soit très confortable, nous devons nous lever et suivre Bruno Cabriac qui va nous conduire... Et surtout gardez vos badges, ça va vous être utile pour passer les différents sas. Sinon, vous allez vous retrouver dans la salle des coffres.